Bienvenue dans l'exposition virtuelle sur la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition se décompose de 5 salles, mais nous allons ici, dans un premier temps, n'étudier que les 3 premières, c'est-à-dire d'abord en salle 1, pourquoi cette guerre, avec qui, puis le fait que l'État se mobilisera totalement dans cette guerre, comme pour la Première Guerre mondiale, et l'anéantissement des combattants. Nous verrons dans un deuxième temps une autre vidéo, ce qu'il arrive aux civils pendant cette guerre mondiale et notamment aux Juifs. Salle 1, commençons par présenter le contexte de cette guerre-là et les principales alliances. Le contexte, c'est qu'on a, sur ces années 30, pas mal de régimes autoritaires, totalitaires, dictatoriaux, qui se sont mis en place. C'est le cas en Allemagne avec Hitler, c'est le cas en Italie avec Mussolini, ou encore au Japon avec Hirohito. Et donc quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, il cherche assez rapidement à s'allier avec ces autres régimes. Pendant ce temps, les démocraties françaises, elles, sont plutôt sorties traumatisées de la Première Guerre mondiale et restent majoritairement pacifistes, laissant du coup les régimes expansionnistes prendre un petit peu confiance. Des alliances se nouent assez vite. D'un côté, ce qu'on appelle les forces de l'Axe, avec l'Allemagne, l'Italie, mais aussi le Japon. Sur la carte, l'URSS apparaît dans la même couleur parce qu'elle a signé un traité de non-agression avec l'Allemagne. En face d'eux, on a des démocraties qui sont notamment la France et le Royaume-Uni. Attention avec ce contexte en 1939 parce qu'il va changer assez vite dans les alliances. D'abord des pays comme la France vont être vaincus rapidement et signeront un traité de paix avec l'Allemagne, ou en tout cas un traité de collaboration avec l'Allemagne. Et puis d'autres pays vont rentrer dans le conflit, l'URSS par exemple, quand elle sera attaquée par l'Allemagne en juin 1941, ou les États-Unis, quand leur base de Pearl Harbor sera attaquée par le Japon dans le Pacifique. Dans un premier temps, rien d'étonnant, les forces de l'Axe, et notamment l'Allemagne, avec cette technique de la Blitzkrieg, aviation et chars combinés, arrivent à obtenir énormément de victoires. Cette période de 1939 à 1942 est marquée par la victoire des forces de l'Axe, aussi bien d'ailleurs en Europe, victoire sur les Pays-Bas, la Belgique, la France, et début de conquête de l'URSS, que sur l'Asie avec le Japon qui progresse énormément dans le Pacifique. Pour autant, et certains signes sont inquiétants, notamment en juin 1941, l'URSS va rentrer en guerre, et en décembre 1941, les États-Unis rentrent en guerre, les deux aux côtés des Alliés. Alors forcément, dans cette deuxième partie de la guerre, à la fin de 1942, les choses commencent à se compliquer pour l'Allemagne. En URSS, elle tombe sur un sacré obstacle avec les armées de Staline, et elle n'arrive pas à libérer Stalingrad après plusieurs mois de combat. Elle finit même par renoncer. En février 1943, les forces allemandes se laissant piéger par la rigueur de l'hiver russe. Après ça va de victoire en victoire pour les Alliés, avec notamment le débarquement américain en Normandie le 6 juin 1944, qui va permettre de libérer petit à petit l'Europe de l'Ouest en partant de la France, et notamment la libération de Paris, qui aura lieu en août 1944. Cette guerre s'achève donc en 1945, mais en 2 temps. D'abord en Europe, le 8 mai 1945, où l'Allemagne capitule, puis le Japon capitule un peu plus tard, suite au bombardement nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki. Le Japon capitule en septembre 1945. Salle numéro 2. On va retrouver des choses qui vont nous faire penser à la Première Guerre mondiale, avec la mobilisation totale de l'État pour arriver à combattre. On le voit dans ce tableau, la compétition qu'il y a entre les industries nazies et les industries américaines. On voit à quel point la production d'avions comme la production de chars augmente énormément pendant cette période. On a recours partout à la main-d'œuvre féminine, à la main-d'œuvre des fois des personnes âgées, voire aussi des adolescents, pour produire au maximum, et on se retrouve avec le même genre de photos qu'on avait pour la Première Guerre mondiale. En haut à gauche, c'est bien une photo de production de munitions de la Seconde Guerre mondiale, mais ça nous fait penser aux munitionnettes de la Première. Et à droite,
C'est une affiche de la Seconde Guerre mondiale sur les femmes qui doivent travailler dans les champs pour prendre le relais des soldats partis. Et ça nous rappelle là aussi la Première Guerre mondiale. Cette guerre est aussi une guerre qui demande beaucoup de contributions aux sciences. On va faire pas mal de progrès scientifiques, comme la Première Guerre mondiale. La Première Guerre nous avait amené les lance-flammes, les gaz asphyxiants, avait fait faire des progrès aux premières ambulances aussi. Ici, on a encore des progrès dans la santé avec l'invention de la pénicilline pour arriver à mieux soigner les infections. On a des progrès des services secrets avec des machines pour arriver à décoder les messages allemands. Et on a bien sûr des progrès de l'aéronautique, que ce soit par les fusées V2 mises au point par les Allemands pour attaquer plus facilement la Grande-Bretagne, ou que ce soit par les bombardiers américains ou par la bombe atomique qui aura lieu à la fin de la guerre. Enfin, on a un intense recours à la propagande dans les deux camps. Et dans les deux camps, souvent, on veut montrer qu'on n'est pas tout seul, justement, qu'on a plein d'alliés pour nous aider. Que ce soit l'affiche soviétique ou l'affiche américaine à gauche, on insiste sur la même chose, l'alliance entre les pays communistes, l'URSS, les États-Unis et la Grande-Bretagne. À droite, on insiste sur l'alliance entre le Japon et les pays nazis, on voit sur l'affiche tout à droite. Ou encore, on essaye de faire une propagande pour montrer avec cette affiche Liberators que ceux qui bombardent les villes européennes, ce sont justement les alliés. Et donc, on essaye de les discréditer en faisant ça. On voit que les pieds sont des bombes ici. Dernière salle que nous visiterons aujourd'hui, l'anéantissement des combattants dans ce conflit. Les règles de guerre n'ont pas été respectées. On peut le voir à plusieurs occasions, avec les souffrances des soldats lors de la bataille de Stalingrad, où ils ont l'impression pour les Allemands d'être abandonnés par Hitler, où effectivement cette armée allemande a été encerclée pendant 2 mois et demi, et victime de la faim, du froid, de la neige, avec quand même une bataille qui, au total, va faire 800 000 morts rien que pour les forces de l'Axe. On peut voir également des règles de la guerre très jusqu'au boutiste, on va dire, la volonté d'anéantir complètement l'armée adverse. D'un côté en URSS, puisque lorsqu'ils avancent, les Allemands parquent les prisonniers de guerre à ciel ouvert et les surveillent mais ne leur donnent pas à manger, puisque les soviétiques, eux, lorsqu'ils vont avancer, vont faire la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire tout brûler pour que les Allemands ne puissent pas avoir accès à une quelconque ressource. Et puis jusqu'au boutisme aussi chez les kamikazes, qui sont prêts à se jeter vivants avec leurs avions bourrés d'explosifs sur la marine américaine. Bilan de cette première partie du musée, des pertes militaires forcément très importantes, 25 millions de victimes militaires pendant cette Seconde Guerre mondiale, une victime sur 3 est une victime militaire, c'est déjà 2 fois et demi ce qu'il y avait eu comme victime pendant la Première Guerre, et l'URSS a certes gagné à Stalingrad, mais il a laissé énormément de morts, c'est elle qui a perdu le plus dans ce second conflit mondial avec 11 millions de victimes, l'Allemagne arrivant derrière avec 5 millions de victimes. Voilà, pour cette fois, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de ce chapitre et notamment les victimes civiles qui sont quand même les 2 tiers des victimes de cette guerre.